Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Tour du Monde, édition Afrique. Tout de suite, on commence avec une tournée dans la presse. Voilà, on commence à tourner dans la presse justement sur l'Afrique avec Le Point. Le Point écrit, la Guinée va célébrer le 73e, ou plutôt 63e anniversaire de la déclaration d'indépendance vis-à-vis de la France. C'est la veille de cette déclaration. De cette date plutôt symbolique pour l'histoire du pays qu'a choisi le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, pour prêter serment comme président au palais Mohamed VI, ou plutôt en fait le palais Mohamed V de Conakry pour une période de transition à la durée et au contenu toujours inconnu. Le colonel Doumbouya s'est de nouveau engagé au respect par la Guinée, pays pauvre mais aux considérables ressources minières, de tous ses engagements nationaux et internationaux. On passe au Figaro qui écrit « La Centrafrique a reconnu vendredi une partie des accusations formulées en août par l'ONU, notamment sur des crimes et actes de torture commis majoritairement par des rebelles, mais aussi des soldats centrafricains et leurs alliés, instructeurs russes. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice. Les forces centrafricaines, épaulées notamment par des centaines de paramilitaires russes, mènent depuis décembre 2020 un vaste offensive, ou plutôt contre-offensive, contre des groupes rebelles. Un groupe d'experts de l'ONU s'était inquiété en mars de graves violations des droits humains commises par des paramilitaires russes. On passe à France 24 qui a précisé qu'alors que les Nigérians étaient censés pouvoir utiliser à partir de ce vendredi la version numérique de la monnaie nationale baptisée Naira, la Banque centrale du pays, CBN, a annoncé le report de son lancement. Le lancement prévu le 1er octobre 2021 est différé en raison d'autres activités prévues pour commémorer le 60e anniversaire de l'indépendance du pays. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de la CBN dans un communiqué. On termine avec Le Monde qui écrit « L'Algérie a décidé samedi 2 octobre de rappeler pour consultation son ambassadeur en France ». C'est ce qu'a annoncé la télévision publique en citant un communiqué officiel de la présidence algérienne et en précisant qu'un autre communiqué explicatif suivrait. À la suite de cette annonce, les médias locaux évoquaient samedi l'article paru le même jour dans Le Monde relatant une rencontre jeudi entre le président français et des descendants de protagonistes de la guerre d'Algérie destinée à apaiser cette blessure mémorielle. Emmanuel Macron y estime qu'après son indépendance en 1962, l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Voilà, à l'instar du Maroc et de l'Algérie, la Tunisie a exprimé ses regrets quant à la décision de Paris de réduire le nombre de visas accordés à ses citoyens. Les détails tout de suite dans ce commentaire signé Dalia Kalam. Le président tunisien Kais Saïd a eu un entretien téléphonique samedi avec son homologue français Emmanuel Macron, au cours duquel il a exprimé ses regrets face à la réduction annoncée par Paris des visas accordés aux Tunisiens, selon un communiqué officiel tunisien. Le président regrette la décision de réduire le nombre de visas accordés aux Tunisiens qui souhaitent se déplacer en France, a indiqué la présidence tunisienne sur sa page Facebook.
Selon la présidence à Tunis, lors de la conversation entre les deux chefs d'État, Macron a déclaré que cette mesure pourrait être révisée. Le président Saïd, lui, a répondu que la question de la migration irrégulière ne peut être abordée que sur la base d'une nouvelle vision et que ce sera l'une des priorités du nouveau gouvernement tunisien attendu d'un jour à l'autre. Paris a annoncé mardi la réduction du nombre de visas accordés aux ressortissants du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, invoquant le refus de ces pays du Maghreb de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France. Les deux hommes ont également discuté de la tenue prévue les 20 et 21 novembre à Djerba, en Tunisie, du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. M. Saïd a souligné à l'adresse de Macron l'amélioration remarquable de la situation sanitaire en Tunisie grâce, selon lui, aux efforts du pays à l'international et au soutien des pays frères et amis qui ont permis de maîtriser la pandémie de Covid-19. Après un pic de la contamination entre le 7 et 13 juillet avec plus de 3000 cas par jour et plus de 100 décès, la Tunisie a connu ces dernières semaines un reflux marqué du nombre des malades et des morts dus au Covid qui a fait près de 25 000 morts dans le pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a plaidé mercredi avec le conseiller de Joe Biden, le président américain, justement pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, pour la tenue des élections prévues en décembre en Libye. Le président el-Sisi et M. Sullivan ont envoyé, ou plutôt ont évoqué le retrait des troupes étrangères et des mercenaires et l'unification des forces armées de ce pays. C'est ce que rapporte le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, dans un communiqué. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan. Lors de leur rencontre, ils ont convenu d'intensifier la coordination bilatérale avec les partenaires internationaux sur les préparatifs des prochaines élections en Libye, ainsi que sur le retrait des troupes étrangères et des mercenaires, indique le communiqué publié après la réunion. Le président el-Sisi et M. Sullivan ont également discuté de l'unification des forces armées. L'avenir de ces paramilitaires est l'un des principaux défis auxquels est confrontée la communauté internationale concernant la situation en Libye. De nombreux pays réaffirment la nécessité d'expulser ces mercenaires alors que d'autres mettent en garde contre le danger de renvoyer ces combattants dans leur pays. Ces groupes comprennent un grand nombre de Soudanais, de Syriens, de Turcs et de Russes. La Libye sombre dans l'instabilité et le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 suite à un cessez-le-feu conclu en 2020 entre les parties au conflit. Il a été convenu d'organiser les élections qui, après avoir été reportées à plusieurs reprises, auront finalement lieu le 24 décembre. En plus de la guerre civile, plusieurs puissances étrangères sont intervenues dans le conflit, envoyant même des mercenaires pour soutenir les différents camps. Le président el-Sisi a souligné l'importance que l'Égypte attache au succès de la voie politique et au retrait de toutes les troupes étrangères de Libye. Il a souligné l'importance des prochaines élections et s'est engagé à les soutenir. Le président el-Sisi et M. Sullivan ont également évoqué l'épineux dossier du grand barrage de la Renaissance. Il a souligné l'engagement de l'Égypte sur la voie des négociations et la nécessité de parvenir à un accord sur le fonctionnement du barrage. Le président a insisté que la communauté internationale devrait jouer un rôle influent dans ce dossier. M. Sullivan a pour sa part souligné l'engagement de l'administration américaine à soutenir les efforts visant à garantir la sécurité hydrique de l'Égypte. Voilà, c'était l'appel à la prière de midi. Et à présent, retour à notre édition. Et justement, pour rappel, le président Abdel Fattah el-Sisi a plaidé pour la tenue des élections prévues en décembre prochain en Libye. Et ce, lors de sa rencontre la semaine dernière avec le conseiller du président américain Joe Biden pour la sécurité nationale, M. Jake Sullivan. Justement aussi, pour rappel, le Caire s'est imposé comme un acteur incontournable sur la scène régionale, sur la question palestinienne comme sur la question libyenne. La Libye, un pays voisin qui, depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, est en proie à des violences sanglantes. Pour plus de précisions sur cette rencontre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Raouf Ghafar, Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf Ghafar. Bonjour.
Voilà, le Caire a plaidé à plusieurs reprises sur la tenue de ces élections. Le Caire aussi a parrainé des rencontres ici en Égypte, au Caire, entre les différents partis libyennes. Quel regard vous portez justement sur la position égyptienne vis-à-vis de la question libyenne? Pour l'Égypte, la Libye, c'est un pays extrêmement important. La sécurité nationale de la Libye, c'est la sécurité nationale égyptienne, avec plus de 1000 km de frontières et des relations très très anciennes, relations entre les deux peuples, etc. Donc bref, la Libye est très très importante. Pour l'Égypte, stabilité et sécurité de la Libye, encore une fois, très important. Ce qui est arrivé dans les dernières 10 années en Libye, c'est le chaos complet. Et il était temps maintenant de se mettre en ordre et commencer, disons, à redevenir un État sécurisé, un État stable, avec les élections qui doivent prendre lieu d'ici avant la fin de l'année, espérons bien que ça arrive. Je pense que la Libye va commencer à se transformer en un pays sur la route d'être stable. Mais en principe, la chose qui vraiment me préoccupe, c'est l'existence de forces étrangères sur le sol et le territoire libyen. Donc ces mercenaires, ces forces étrangères doivent absolument quitter le territoire pour donner aux Libyens eux-mêmes la chance et la possibilité de construire leur propre pays avec l'aide des pays de voisinage, notamment l'Égypte particulièrement. Donc ça c'est un pas, à mon opinion, le pas le plus important, c'est se débarrasser des forces étrangères qui existent maintenant sur Terre et commencer à suivre la carte de route qui a été désignée pour le Libye. Très bien. Docteur Ouf Ghaffar, vous savez justement, vous venez d'évoquer ce souci vis-à-vis de la présence de forces étrangères ou de mercenaires en Libye. En fait, et l'Égypte et les États-Unis ont aussi plaidé pour le retrait justement de ces forces, ou ont évoqué justement la nécessité du retrait des forces étrangères et des mercenaires de la Libye. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour garantir ce retrait? Est-ce que voilà, on parle là d'une volonté politique de la part de la communauté internationale, c'est-à-dire qu'à chaque reprise, et on insiste sur l'importance de la tenue d'élections en Libye, mais aussi de la nécessité du retrait des troupes étrangères, mais sur le terrain, on ne voit pas vraiment d'action concrète. Oui, malheureusement. Comme vous l'avez dit, c'est la communauté internationale qui doit insister sur cela. Moi, je ne vois pas, je ne sens pas une volonté vraiment sérieuse sur ce plan. Mais en principe, je pense que vous avez dit élections. Je ne sais pas si jamais ces élections peuvent prendre lieu avec les forces étrangères sur terre, mais je veux dire, on espère bien. Et à mon opinion, non seulement la volonté de la communauté internationale, mais il faut donner un bon coup de main à l'armée nationale libyenne. Parce que, à mon opinion, c'est le seul moyen pour résister à ces forces étrangères et pour les expulser. Sinon, moi, je ne vois pas un espoir, disons, prochain pour ceci. Mais j'espère bien que la communauté internationale, je vois que l'Amérique est d'accord avec l'Égypte sur ce point de vue, mais comme vous l'avez dit, ce qui manque, c'est la volonté d'exécution.
Très bien. Une concertation continue a lieu entre l'Égypte et les États-Unis sur différentes questions d'intérêt commun. Lors de cette rencontre entre le président Sisi et le conseiller du président américain pour la sécurité nationale, M. Sullivan, les deux parties ont aussi parlé de la question palestinienne. Oui. Je veux dire que ce Sullivan qui était là, c'est à mon opinion, la personne la plus importante dans l'administration américaine aujourd'hui. Et quand il parle, c'est-à-dire c'est l'Amérique qui parle, c'est le président américain qui parle. Il a discuté le dossier palestinien certainement, et j'espère qu'ils sont d'accord sur ça, mais je suis certain que pour l'Amérique, l'Égypte, c'est un pays excessivement important dans cette région pour établir la sécurité et la stabilité dans toute la région. Et c'est pour ça que je pense que le conseiller était là pour confirmer que l'Amérique va être toujours derrière l'Égypte dans cette position pour justement renforcer la stabilité et la sécurité dans la région. Merci beaucoup à vous, Dr Raouf Ghaffar, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, pour terminer cette édition, justement, je rappelle qu'un jeune artiste muraliste investit l'espace public pour exprimer ses vœux à grande échelle visant à changer la face des villes comme Rabat et Casablanca. C'est Shamsenemi qui vous propose plus de détails pour justement terminer cette édition d'Autour le Monde. Et justement, je vous laisse avec ce reportage et à la prochaine. S'exprime en disant que le street art, c'est comme un sport. Depuis peu, une nouvelle génération d'artistes marocains investit l'espace public pour redessiner son univers à grande échelle et changer la face de la ville comme Rabat ou Casablanca. Il suffit de longer les avenues ou les ruelles de la capitale pour voir émerger d'imposantes fresques de créatures fantasmagoriques ou de scènes de la vie courante. Elles sont signées par des artistes marocains et du monde entier investis par le festival Jidar, ou Mur en arabe, dont la 6e édition s'est achevée dimanche à Rabat. De bon matin, Omar El-Hamzi, alia Bobo, gilet jaune, débardeur, jogging et chaussures éclaboussées de peinture ne tient pas en place. Il dispose ses pots et bombes de peinture, choisit avec soin ses pinceaux et rouleau pour attaquer son mur dans lequel le quartier populaire de Yaqoub el-Mansour. Ce jeune homme de 25 ans n'aurait pas parié un dirham sur un avenir de muraliste quand il a décroché en 2018 son diplôme à la réputée École nationale des beaux-arts de Tétouan au nord. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour mon travail serait visible dans l'espace public, explique cet artiste qui a réalisé ses premières fresques il y a 4 ans dans sa ville natale d'Aradir. Dans un autre quartier de Rabat, Iman Drobi, perché sur sa nacelle, casque et casquette vissée sur le crâne, façonne le portrait hyper réaliste d'une brodeuse sur la façade d'une école publique. Comme Omar, cette Casablancaise de 36 ans a atterri dans l'art mural un peu par hasard. J'y ai pris goût. Transformer un mur blanc en œuvre d'art est impressionnant. Toutefois, elle concède que le monde du street art est difficile pour tout le monde, mais encore plus pour les femmes. Il faut redoubler d'efforts pour s'imposer. Les prémices de cet art urbain ont vu le jour au début des années 2000 à Casablanca. Au cœur de cette mégapole tentaculaire, une association de culture alternative a multiplié les expérimentations jusqu'à la création en 2013 du festival Sbara Baga. Au début, c'est très compliqué car contrairement au graffiti et au pochoir, la peinture murale nécessite une organisation. À l'époque, personne ne se sentait à l'aise pour travailler dans l'espace public. Beaucoup d'appréhensions qui commencent à se dissiper aujourd'hui.
Ce projet séduit alors les riverains, mais également les structures institutionnelles et privées qui cherchent à duper et l'expérience à Rabat, Marrakech, Agadir et dans les localités reculées du royaume. Cet engouement se heurte parfois à l'hostilité destructrice des propriétaires d'immeubles. À Tanger, cet été, les autorités communales avaient commencé à effacer un portrait de la photographe marocaine Leïla Aloui, tuée en 2016 lors d'un attentat à Ouagadougou, avant de revenir sur cette décision. L'affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et dans les médias. Pour Omar El-Hamzi, le street art, c'est comme un sport à travers lequel tu apprends à parler avec les gens et à les écouter. Chaque année, la scène marocaine grandit et le festival y contribue en invitant des débutants de tout horizon à donner leur premier coup de pinceau sur un mur collé